Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui en cette fin de semaine. Les titres que nous allons développer ce soir. Enlèvement de ressortissants italiens et togolais au Mali. Il s'agit de personnes appartenant au mouvement religieux des témoins de Jéhovah, kidnappés par des hommes armés dans la localité de Sinsina. La situation humanitaire et sécuritaire du Burkina Faso est toujours difficile. C'est l'une des conclusions des experts de la CEDEAO. Au terme d'une mission dans le pays, le bloc ouest-africain réclame à la junte au pouvoir à Ouagadougou un calendrier de transition raisonnable. Le G7 promet 19,8 milliards de dollars pour le budget de l'Ukraine. Au lendemain du feu vert donné par le Congrès américain, un grand paquet d'aides de 40 milliards de dollars pour le pays envahi par l'armée russe. Ne manquez pas non plus notre grand reportage consacré ce soir à la métropole d'Abidjan. La capitale économique de la Côte d'Ivoire se modernise, mais se ferme en même temps aux habitants les plus précaires qui se retrouvent isolés en marge de la ville la plus peuplée du pays. C'est un long format à venir dans la seconde partie de votre journal. Un groupe de personnes d'origine italienne et togolaise ont été enlevées par des hommes armés dans la soirée d'hier au Mali. Le kidnapping a eu lieu dans la localité de Sinsina. Ce sont des religieuses appartenant au mouvement des témoins de Jéhovah, selon un élu local, qui indique également qu'un enfant figure parmi les captifs. Des efforts ont été entrepris pour obtenir leur libération. De Bamako, le point avec notre correspondant Mohamed Danyoko. Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 mai, des personnes de nationalité étrangère ont été enlevées à Sinzana, Kuchala, dans la région de Sikasso. Selon des sources locales, il s'agit d'un couple italien, d'un couple togolais avec un enfant. Chrétien, ils seraient des témoins de Jéhovah. Une information qui n'est pas sans inquiéter la population, qui en tout cas pensait que cette zone-là était sécurisée du fait des nombreuses actions des forces armées en cours dans la région de Sikasso. Écoutons-les. On a appris la nouvelle, en tout cas ça a été choquant, très choquant. Et la population de Kuchala, nous ne sommes pas inquiets par rapport à ça, mais en tout cas c'est un acte que nous la condamnons de façon vraiment rigoureuse. Et nous demandons encore une fois de plus, malgré la montée en puissance des FAMA, nous demandons encore une fois de plus les autorités de redoubler l'effort. On sait très bien que depuis la guerre a commencé ici, bientôt 10 ans, vers Kuchala quand même, il n'y a pas eu assez de problèmes là-bas. Mais aujourd'hui, il y a des puissances extérieures qui sont en train de faire tout pour déstabiliser le Mali. Ils peuvent même envoyer leurs propres éléments, si vous venez qu'on appelle faire de mal aux Maliens. Je pense d'abord que c'est une mauvaise situation, c'est une situation qui touche vraiment. Nous savons tous que les autorités actuelles sont beaucoup mobilisées pour la cause de l'insécurité, mais je pense qu'ils doivent encore plus s'améliorer pour que cette situation s'arrête. Surtout quand ça touche les femmes et les enfants, ça devient encore plus sensible. Pour le moment, aucune déclaration officielle n'a été faite par rapport à ces enlèvements. Une déclaration très attendue par les populations. Quand on sait que dans cette même zone de Kuchala, en 2017, la sœur Gloria, qui travaillait pour la congrégation franciscaine, avait été enlevée. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Au Burkina Faso voisin, une délégation d'experts de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vient de boucler une mission dans le pays à la demande du gouvernement burkinabé. Le groupe conclut que la situation humanitaire et sécuritaire demeure difficile dans le pays. La CEDEAO réclame à la junte au pouvoir à Ouagadougou de donner un nouveau calendrier de transition qu'elle veut raisonnable. De la capitale burkinabé, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré. La délégation de la CEDEAO est venue à Ouagadougou à la demande des autorités burkinabées. Elle était conduite par Albert Kandapa, ministre de la Sécurité nationale du Ghana.
Pendant 2 jours, elle s'est rendue à Kaya et Barça-Logo dans le centre-nord pour s'enquérir de la situation sur le terrain. Elle a eu aussi plusieurs rencontres avec des autorités burkinabées. Ces conclusions portent justement sur l'évaluation et que la mission a entreprise sur le terrain et qui concerne essentiellement les aspects militaro-sécuritaires, les aspects humanitaires et aussi ils ont été dans les camps des personnes déplacées internes pour prendre la mesure de la situation. Et aussi, ils ont vu qu'ils ont été transportés sur ces lieux-là par hélicoptère du fait de la situation sécuritaire qui est assez difficile en ce moment. Donc ces conclusions en fait, portent essentiellement sur ces aspects. La mission de la CEDEAO note une convergence de vues dans l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire du pays qui demeure toujours difficile. La CEDEAO accompagne déjà le Burkina et donc la mission qui est venue a pu visiter certains sites et donc il y aura un rapport qui va être fait au chef d'État et puis c'est là-bas que ça va être discuté. Donc je crois que ça a été extrêmement important, ça a été très utile que la mission vienne, comme ça avait été souhaité par les autorités burkinabées, et que la mission puisse de visu voir exactement la situation. La situation humanitaire, la situation sécuritaire reste difficile. Et donc il faut évidemment prendre la mesure de cette situation. Le 25 mars, les chefs d'État de la CEDEAO, lors d'un sommet extraordinaire, avaient marqué leurs préoccupations sur la durée de la transition fixée à 36 mois. Ils avaient également demandé la finalisation d'un chronogramme acceptable au plus tard le 25 avril. Le gouvernement du Burkina Faso avait proposé à la CEDEAO une mission d'évaluation de la situation. Les conclusions de la mission d'évaluation seront maintenant transmises à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui va décider de la suite. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. C'était jour de fête nationale ce vendredi au Cameroun. Des groupes séparatistes armés dans les régions anglophones où un conflit meurtrier sévit depuis 6 ans ont appelé au boycott des festivités. Mais à Tiko, à plus de 290 km de Yaoundé, le mot d'ordre a été peu suivi. Là où nous retrouvons notre correspondant Emmanuel Jlentap. À la veille de la fête nationale, sur l'aire de jeu au stade de Tiko, 2 équipes locales s'affrontent. Un moment de joie pour les populations qui ont bravé les menaces des séparatistes anglophones afin d'assister à la rencontre. Les hommes armés ont appelé à 5 jours de ville morte dans la zone anglophone, en prélude de la fête nationale. Tout le monde devrait sortir pour participer au défilé en grand nombre. Il n'y aura pas de problème. Donc, ce que nous faisons en nous cachant dans la maison, on se détruit nous-mêmes. Donc, on doit sortir et défiler. Le jour de la célébration de la fête nationale, les populations n'ont pas obéi au mot d'ordre de boycott des séparatistes. Ici, à la place des fêtes, le défilé militaire et civil s'est néanmoins déroulé sous haute sécurité. Je suis satisfait pour ainsi constater que la population tient à cette paix. Je ne peux que d'abord dire merci à cette population qui ont bravé les menaces, qui ont bravé tout autre appel au boycott pour prouver que nous sommes un et indivisibles. La crise anglophone a eu de nombreuses conséquences dans les 2 régions. Les populations sont apeurées de parler aux médias, mais le retour à la vie normale est espéré de tous. Les 2 années passées, le défilé n'a pas été aussi merveilleux que ceci, effectivement, parce que en ce temps, c'était encore des périodes de confinement, mais aujourd'hui, on est enlevé de confinement et je pense que de plus en plus, le défilé va prendre son ampleur. Il y a 50 ans, un référendum a réunifié le Cameroun anglophone et francophone en un seul État et donné naissance à la fête de l'unité qui se célèbre chaque 20 mai. Emmanuel Jlentap pour VOA Afrique, Tiko. Également dans l'actualité, les pays du G7 ont promis aujourd'hui de mobiliser 19,8 milliards de dollars pour soutenir les finances de l'Ukraine.
fortement affecté par l'offensive russe. Quant au Congrès américain, il a débloqué hier une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour Kiev, au moment où le Pentagone met en garde contre un conflit de longue durée. Catherine Gibson de la VOA revient sur le vote d'hier au Sénat des États-Unis. Son compte-rendu est relaté par Zilidiko. L'aide à l'Ukraine arrive juste à temps. Les quelques 14 milliards de dollars d'aide américaine et humanitaire approuvés par le Congrès américain en mars sont presque épuisés. Le nouveau financement massif a été adopté avec le soutien bipartisan lors d'un vote à 86 contre 11. Nous, Américains, tous démocrates et républicains, ne pouvons pas nous permettre de détourner le regard pendant que Vladimir Poutine poursuit sa belligérance vicieuse contre le peuple ukrainien en tirant sur des hôpitaux civils et en tuant des enfants et des innocents. Mais lorsque les républicains et un nombre important s'opposent à ce financement, c'est précisément le message que nous envoyons à nos ennemis à l'étranger. Ces 11 sénateurs étaient tous républicains, y compris Rand Paul, qui a retardé le vote d'une semaine en plaidant pour un plus grand contrôle de l'aide par le gouvernement américain. Certains craignent également que les États-Unis aient envoyé trop d'argent à l'Ukraine alors que les Américains sont confrontés à une augmentation du coût de la vie. Mais le républicain le plus important du Sénat a déclaré que le coût de l'inaction était trop élevé. L'aide à l'Ukraine va bien au-delà de la charité. L'avenir de la sécurité et des intérêts stratégiques fondamentaux de l'Amérique sera façonné par l'issue de ce conflit. Toute personne préoccupée par le coût du soutien à la victoire ukrainienne devrait considérer les coûts beaucoup plus importants si l'Ukraine perdait. Cette aide devrait être envoyée rapidement une fois que le projet de loi aura reçu la signature du président Biden. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, les États-Unis ont envoyé près de 54 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Le président américain est arrivé en Corée du Sud aujourd'hui. Il s'agit du premier périple de Joe Biden en Asie en tant que président. Une tournée sur laquelle plane l'ombre d'un possible essai nucléaire nord-coréen. Le locataire de la Maison-Blanche s'est immédiatement rendu dans une usine de semi-conducteurs du géant sud-coréen Samsung à Pyeongtaek, qu'il a visité avec son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol, arrivé au pouvoir au début de ce mois. L'alliance américano-sud-coréenne constitue un pilier de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans le monde, a déclaré le président Biden dans ses premières remarques. Après Séoul, le chef de l'exécutif américain se rendra ce dimanche à Tokyo où il prendra part à une réunion du Quad, ce format diplomatique qu'il se fait fort de relancer et qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Mbote Ndeko Eli Sango, mbote na bino banso, bozali kolanda Saona Lingala na la Voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique.
Comme promis, il est l'heure maintenant de vous proposer le long format de ce journal. Ce soir, nous mettons le cap sur Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, qui est également la ville la plus peuplée du pays, fait peau neuve. La mégapole se modernise, mais à quel prix, se demandent beaucoup d'Ivoiriens. Les habitants les plus précaires affirment se retrouver isolés en marge de l'agglomération. La gentrification d'Abidjan, c'est un grand reportage de Yacine Siyeux et de Thomas Diego Badia. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, une métropole tentaculaire de 7 millions d'habitants qui compte parmi les villes les plus dynamiques du continent. Depuis une dizaine d'années, Abidjan est un véritable chantier à ciel ouvert qui ne cesse de s'étendre et de se développer. Pourtant, cette modernisation comporte une face cachée. Chaque jour, des populations sont expulsées et leurs maisons détruites pour bâtir de nouvelles infrastructures. C'est ce qu'on appelle ici les déguerpissements. Le déguerpissement, c'est le sort qu'a connu Mosikro, un bidonville situé en face du quartier des affaires d'Abidjan. Du jour au lendemain, ce quartier populaire a été entièrement rasé pour être remplacé par un pont actuellement en construction. C'est le 4e pont qui passe ici. Donc, c'est à cause du 4e pont, ils ont détruit tout ça ici. Ici, ce sera le péage du pont. C'est ce qu'on nous a dit. Mohamed Lamine habite ici depuis 30 ans. Comme les autres habitants, il a assisté impuissant à la destruction des centaines de maisons. Un samedi matin, on est là, la machine, les pots clairs, les 4 plats sont venus. On est couru, on est venu, on a venu trouver. Ils ont en train de casser, dit les gens, enlevez votre tôle, on est prêt, on est venu pour casser les maisons. Tout le monde était paniqué. Paniqué même. Parce qu'ils ont envoyé la police, les machins pour sécurité. Bon, je crois que peut-être les jeunes vont riposter, non. On n'a pas fait palabre avec rien. Donc, de ce fait, ils n'ont pas frappé quelqu'un, ils n'ont pas attrapé quelqu'un et rien. Ils ont cassé les maisons sûrement parties. Au total, plus de 13 000 familles ont été recensées et sont aujourd'hui directement impactées par le chantier du pont. À Mosikro, la plupart ont déjà été déguerpis, mais pas Mohamed Lamine, dont la maison est l'une des seules encore debout. La raison, un désaccord avec l'État sur les conditions de relogement et d'indemnisation qu'il juge insuffisantes. Si une enveloppe de 34 milliards de francs CFA a bien été annoncée pour les personnes impactées, nombreuses sont celles qui se plaignent de n'avoir reçu qu'une partie de la promesse qui leur avait été faite. Dans l'attente d'une solution, Mohamed Lamine vit au milieu des décombres avec ses 3 femmes et ses 10 enfants dans une extrême précarité. Il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau, tu vois. Regardez au fond là, c'est là-bas, ça va prendre l'eau. La nuit, si tu as besoin, si tu n'as pas allé là-bas, tu ne trouveras pas l'eau. Courant même, il n'y en a pas. De ce fait, à cause de ça, les élèves ne peuvent même pas étudier la nuit. On est vraiment une situation vraiment difficile même. Difficile. On dort difficile, on mange difficile, on se lave difficile. Contactés à de multiples reprises sur le sujet, les autorités n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. À quelques kilomètres de là, Abobo, une des plus grandes communes d'Abidjan où vivent plus d'1 million d'habitants. Un quartier qui va être lui aussi totalement transformé, et pour cause. En 2026, la première ligne du métro de la capitale économique desservira cette commune très dense. D'autres projets d'aménagement sont également prévus. Sur le tracé du futur métro, une casse automobile où travaillent plus de 20 000 personnes. D'ici peu, les autorités comptent la démolir. En décembre 2021, elles ont fermé par décret tous les magasins de la zone, laissant les travailleurs de la casse sans emploi. Ceux-ci ont été sommés de plier bagages et de s'installer sur un nouveau site qui n'est pas encore prêt à les recevoir. Regardez, tout est fermé. Tout. En raison de ce statu quo, les commerçants n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on ouvre le magasin jusqu'à ce qu'ils soient prêts de l'autre côté pour nous exporter avant qu'on ne quitte ici. Mais si les magasins sont fermés, comment nous allons faire pour partir là-bas? On ne travaille pas ici, on ne travaille pas là-bas. Et pourtant, c'est des gens qui vivent au jour le jour. Il y a 90% des ferrailleurs qui sont ici. Je dis bien 90% des personnes qui exercent ici, qui vivent au jour le jour.
Si les gens sont privés de cette activité-là, de 3 mois, comment ils font? Tu dois payer maison, tu n'as pas un revenu régulier mensuel, tu dois payer maison, tu dois payer la scolarité, tu dois manger, tout ce qu'on fait, même pour pisser, il faut payer de l'argent. Le site de relogement de la nouvelle case proposée par les autorités est situé à 15 km plus au nord, en périphérie d'Abidjan. Bonjour les jeunes, ça va bien? Pour le syndicaliste, cet exil forcé, loin du centre-ville, va entraîner un manque à gagner très important pour l'ensemble des ferrailleurs. Ça serait énorme parce que la majorité de nos clients, ici, cette site à Danador est plus accessible que d'autres. Parce que vu la distance, nos clients qui doivent quitter dans leur lieu pour venir jusqu'à d'autres, vraiment l'accessibilité est un peu compliquée. C'est vraiment compliqué l'accessibilité parce que la distance est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Ça va tuer l'activité. Là-bas est très loin de notre clientèle. Comment nous allons faire pour s'en sortir? Ponts, métro, autoroutes urbaines, les grands projets d'infrastructure se multiplient à Abidjan comme dans le reste du pays, tout comme les déguerpissements. Pas une semaine ne passe sans que des expulsions ne soient signalées, parfois sans préavis. Pour éviter que les habitants des quartiers précaires ne se retrouvent à la rue du jour au lendemain, Sékou Sylla, un Ivoirien de 39 ans, a créé une ONG, Colombivoire. Chaque jour, accompagné de son équipe, il sillonne les quartiers qui seront bientôt déguerpis. Comme ici dans l'ouest d'Abidjan, où un quartier va disparaître dans le cadre d'un projet d'aménagement routier. Bonjour monsieur, nous sommes l'ONG Colombivoire. On vient déjà informer les populations et puis les recenser pour être sûr que demain, quand il y a un déguerpissement, les gens puissent vous dédommager. Le but de Sékou Sylla et de ses collaboratrices, rappeler aux populations leurs droits fondamentaux et les défendre face aux autorités et promoteurs immobiliers en cas d'expulsion abusive, comme cela arrive trop souvent. Depuis un moment, la population est éprouvée par des déguerpissements abusifs. C'est une manu militari. 4 h du matin, la police nationale se retrouve avec la gendarmerie et on leur dit de sortir, ils vont déguerpir chez elle. Donc pour nous, ONG, il est important de venir rapidement renseigner ces personnes pour avoir une base de données pour, au cas qu'il y ait un déguerpissement, que le gouvernement puisse respecter ses engagements vis-à-vis de la population. Notre rôle est d'anticiper et puis d'interpeller le pouvoir public et les décideurs, voilà, sur la prise en compte des populations avant leur départ. L'État, lui, s'est engagé à indemniser les victimes des déguerpissements et à leur proposer des solutions de relogement. En périphérie d'Abidjan, comme ici dans la commune de Songon, la puissance publique a construit des milliers de maisons pour accueillir les familles déguerpies. Des lotissements bâtis à la hâte, parfois encore en travaux, que Sékou Sylla vient visiter ce matin. Comme souvent, il fait le tour pour s'assurer que les habitants sont bien installés. Bonjour Kevin. Bonjour. Ça va? Mais ça va. Et les affaires? Ça va. Jean-Kévin et sa famille vivent dans cette maison depuis 1 mois. Une maison terminée peu avant leur arrivée. Mais à peine installé, Jean-Kévin fait le constat de tous les défauts de son nouveau foyer. Et ils sont nombreux. Il y a les fusils dans le mur, comme là, comme ça. Et puis nous avons là. Et maintenant, il y a le sol. Qui est mal en pourri. C'est cassé. Puis concernant le robinet aussi, l'eau ne coule pas. Comme plusieurs de ses voisins, Jean-Kévin déplore que ces nouveaux quartiers aient été construits à la va-vite, sans prendre en compte le bien-être des habitants. 4 semaines que nous sommes ici, la maison elle est belle, mais il y a plein de travaux qui ne sont pas encore terminés. Puisqu'ils ont fait ça par prise de tête. Puis ils n'ont pas trop bien fait des choses comme la douche, le sol. J'ai inachevé beaucoup de travaux. C'est un grave problème. Pour une maison, tu viens habiter, tout doit être fait. Mais tu viens qu'il y a, c'est incomplet. Donc c'est un peu difficile. Il y a l'électricité, mais il n'y a pas le compteur d'eau. On n'a pas d'eau pour le moment. Puis maintenant, dans les prises, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Ils n'ont pas installé tous les ampoules aussi. Autre problème, l'éloignement de ces nouveaux quartiers, à plus de 40 km du centre-ville d'Abidjan. Un centre-ville où sont concentrées la majorité des activités économiques devenues quasi inaccessibles pour Jean-Kévin. S'y rendre pour travailler relève du parcours du combattant. Si il me réveille à 7 h, il doit me rendre ici d'abord. Je ne vais pas voir la voiture. Je vais marcher jusqu'au goudron. Ça me fait 1 heure. Arriver là-bas pour attendre la voiture aussi, ça serait le problème. L'embouteillage aussi est là. Tu vas monter. Bon, tu peux faire 3 heures de route. 3 heures de route. Le transport est trop coûteux. Mais si je dois aller travailler, ça me fait un montant de 2 000. Pourtant, je ne gagne pas assez. Bon, si je gagne 3 000 par jour, si je dois dépenser 2 000 par jour, tu vois qu'il ne gagne rien.
Bon, là où j'habitais avant, j'étais pas loin du centre d'Abidjan. Pour aller de là-bas à chez moi, c'était même pas loin. Puisque pour un raccourci, ici arrivé, il fait pareil. Il n'était pas obligé de prendre un transport. Sans emploi et isolés socialement, Jean-Kévin et les autres jeunes du quartier comptent aujourd'hui sur l'action de l'État pour retrouver un semblant de vie normale. Avec le risque, s'il n'intervient pas rapidement, de voir des zones de poche d'extrême pauvreté se créer. Une menace pour la société dans son ensemble, selon Sékou Sylla. Si l'État de Côte d'Ivoire ne suit pas ces personnes risquent de se retourner contre la société. Et pour éviter des phénomènes tels que le phénomène microbe, c'est-à-dire les enfants en conflit avec la loi, tels que la prostitution, tels que l'accroissement du grand banditisme, il faut vraiment suivre ces populations et puis voir comment il faut réinsérer ces jeunes, parce qu'ils menaient des activités à Abidjan. Le fossé ne cesse de se creuser entre les plus pauvres et les plus riches. Et si les premiers sont éloignés par la contrainte du centre-ville, les populations aisées, elles, se créent des ghettos de riches en plein cœur d'Abidjan. Le quartier de Beverly Hills est le symbole de cette tendance. Dans cet écrin de quelques kilomètres carrés vivent ministres, diplomates, chefs d'entreprise ou hauts fonctionnaires internationaux. Ici, le mètre carré est en moyenne 3 fois plus cher que dans le reste de la ville. Gilbert Yassi est un géographe spécialiste des politiques publiques en zone urbaine. Depuis le début des années 90, ce chercheur observe la naissance de ces quartiers calqués sur le modèle anglo-saxon des gated communities. Dans le paysage, on sent une sorte de matérialisation d'une sorte de forteresse. Le quartier il est barricadé par des voies qui sécurisent de façon pratique ce quartier. Les entrées sont contrôlées et vous allez voir que partout il y a soit des sociétés de gardiennage privées, donc des vigiles qui sont là, qui veillent au grain 24 sur 24. Il y a également une sorte de centralité de ce quartier par rapport aux autres quartiers de la commune et d'Abidjan. Habiter ici, ça facilite la mobilité, ça facilite le déplacement. Pourtant, cet entre-soi n'a pas toujours été la règle. Pauvres et riches se sont longtemps côtoyés dans les différentes communes de la ville d'Abidjan. Aujourd'hui, cette mixité sociale est en train de disparaître. La ville se gentrifie à vue d'œil. Un phénomène qui inquiète Gilbert Yassi. À terme, cela peut poser d'énormes problèmes en termes de sécurité, en termes de cohésion sociale, en termes même d'avenir politique du pays. Voilà. Parce que je pense qu'il serait bon d'asseoir une politique qui intègre à la fois les pauvres, les gens de la classe moyenne et ceux de la classe aisée. Il faudrait asseoir une politique où il y a quand même cette réalité-là, pour que l'enfant du pauvre ne se sent pas condamné parce que ses parents sont pauvres. Et donc, du coup, il se retrouve à la marge, il se retrouve à la périphérie. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Développer et moderniser Abidjan au risque de marginaliser toujours plus les classes populaires, c'est la difficile équation à laquelle est confronté le gouvernement ivoirien. Un gouvernement qui continue de mener les projets d'infrastructures tambour battant, au même rythme que les déguerpissements. D'ici à 2025, ce sont près d'1 million d'habitants qui pourraient être déguerpis, soit un Abidjanais sur 7. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès lundi avec Le Monde aujourd'hui, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, take care, à très bientôt. Au revoir.